Le 10 mars 1977, Albert Spaggiari, menotté, est conduit au palais de justice de Nice pour être entendu par le juge d'instruction. Spaggiari, ce nom ne parle peut-être pas à tout le monde. C'est le cerveau du casse de Nice, un hold-up hors norme commis 8 mois plus tôt, en juillet 1976, si énorme qu'on l'a appelé le casse du siècle. En compagnie d'une demi-douzaine de complices, il a raflé l'équivalent de 35 millions d'euros. Mais qui est Albert Spaggiari ? Comment est-il parvenu à déjouer les services de sécurité de la banque et à dérober des millions ? C'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. Le 19 juillet 1976, en début d'après-midi, une rumeur circule dans toutes les rédactions de France. La succursale de la Société Générale de Nice aurait été victime d'un cambriolage durant le week-end. Des millions de francs auraient été dérobés. Alertés par la radio, des dizaines de clients s'agglutinent devant l'établissement. On crie, on se bouscule, c'est la panique. Chacun tente en vain d'obtenir des informations. Excédés de ne pas avoir accès à leur coffre, des clients menacent de s'en prendre au directeur. Les gens ont peur d'être ruinés. À l'intérieur de la banque, les enquêteurs découvrent une scène lunaire. Des centaines de coffres-forts vides, fracturés à la masse ou découpés au chalumeau. Le butin sera estimé à 46 millions de francs. Aujourd'hui, il y en aurait pour 35 millions d'euros. De l'or, des bijoux, des pierres précieuses et bien sûr, de l'argent liquide. Ce qui étonne les enquêteurs, c'est le matériel que les cambrioleurs ont laissé sur place. Une table, un réchaud à gaz, des casseroles, des bouteilles de vin, des conserves de raviolis, des morceaux de pain, un vrai pique-nique. Encore plus étrange, ils ont placardé une affiche sur un mur où il est inscrit « Ni armes, ni violence et sans haine ». Comment les cambrioleurs ont-ils réussi à pénétrer dans la banque sans se faire repérer et sans la moindre prise d'otage? Les enquêteurs ne cherchent pas longtemps. Dans un coin, ils découvrent un trou percé dans le mur. Un policier s'y engouffre, il rampe durant une bonne minute et atterrit dans les égouts de la ville. Voilà comment les cambrioleurs sont passés inaperçus. Ce tunnel fait environ 8 mètres de long et il est étayé. Des maçons ont cimenté intégralement les parois pour éviter les éboulements et faciliter le passage des sacs remplis d'objets précieux et de billets de banque. Des électriciens ont également déroulé des centaines de mètres de câbles à travers les égouts pour éclairer l'ouvrage pendant et après sa construction. Un travail de professionnel. Mais qui a bien pu monter un coup pareil ? La police pense aussitôt à Gaëtan Zampa, à l'époque parrain de la Côte d'Azur. Mais Zampa n'aurait jamais signé ni armes ni violence et sans haine. Lorsque ces hommes commettent un cambriolage, ils tirent à vue si besoin. L'enquête piétine. À ce moment-là, personne ne pense à Albert Spaggiari. C'est un photographe qui vit paisiblement avec sa femme dans une petite bergerie située dans l'arrière-pays. Il est spécialisé dans les photos de mariage. Ses amis le décrivent comme un type élégant et sympathique, mais un tantinet flambeur. Toutefois, cet homme d'apparence tranquille n'a pas toujours été un enfant de cœur. Dans sa jeunesse, Spaggiari a connu la prison. Il est condamné à 5 ans de travaux forcés en 1953 pour avoir braqué une maison close en Indochine durant la guerre d'indépendance. À cette époque, il appartient au bataillon des parachutistes et fréquente assidûment les milieux d'extrême droite. 10 ans plus tard, en 1962, il rejoint les rangs de l'organisation armée secrète, l'OAS, un groupuscule qui milite pour l'Algérie française. Cela lui vaut d'être à nouveau incarcéré pour possession d'armes et d'explosifs. Il prend 4 ans ferme qu'il purge à la prison des Baumettes à Marseille. Libéré au bout de 3 ans, il se fait oublier. Mais comment en est-il arrivé au casse de la Société Générale ? Cette idée folle lui est venue par hasard, après la lecture d'un roman policier intitulé « Tous à l'égout ». Un auteur anglais raconte le cambriolage d'une banque en passant par les égouts. Dans la tête d'Albert, ça fait tilt. Son studio est installé tout près de la Société Générale de Nice. Et s'il en faisait autant ? Un projet délirant, mais pas impossible. L'ancien para se souvient qu'un jour, un ami qui travaille dans la banque lui a soufflé que la salle des coffres était dépourvue de système d'alarme. Ces murs en béton d'1,80 m d'épaisseur sont censés être suffisamment protecteurs. Pour évaluer la faisabilité de son projet, il visite les égouts situés à proximité de l'établissement. Et après plusieurs nuits d'exploration,
Il en conclut qu'il est possible de creuser un tunnel d'accès qui partira des égouts et ira vers la salle des coffres. Le photographe recrute une équipe de petits malfrats, marseillais pour la plupart. Il leur faudra 3 mois pour creuser le tunnel. 3 mois. De nuit uniquement, pour ne pas éveiller les soupçons. Et pour étouffer les bruits de leur déplacement, ils vont jusqu'à poser de la moquette au sol. La suite, vous la connaissez. 371 coffres fracturés pour 46 millions de valeurs dérobées durant le week-end du 17 juillet 1976. Dans ses mémoires, le cerveau du casse racontera plus tard avoir abandonné ses complices 2 heures durant le cambriolage pour s'offrir une soirée au restaurant avec une amie. Tout simplement incroyable. Peu de temps après, Albert Spaggiari s'envole pour les États-Unis. Les poches pleines, il en profite pour mener la grande vie. Après tout, personne ne le soupçonne, du moins pour le moment. Car 3 mois plus tard, il commet un faux pas. Il a organisé ce cambriolage pour s'en mettre plein les poches, mais aussi pour que l'on sache de quoi il est capable, pour enrichir son CV en quelque sorte. Persuadé que son profil pourrait intéresser la CIA, il se rend un beau jour dans les bureaux de la fameuse agence, où il se présente comme le cerveau du casse du siècle. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Les agents des services secrets américains n'ont pas du tout l'intention d'embaucher un individu fiché à Interpol. Ils dénoncent Spaggiari à la police française. Dans un premier temps, leur message reste lettre morte. Les enquêteurs sont à ce moment-là sur la piste de Gaëtan Zampa, le chef de la mafia marseillaise. Albert Spaggiari passe à travers les mailles du filet. Du moins, pour le moment. Car quelques semaines plus tard, un événement inattendu se produit. 2 de ses complices sont arrêtés en possession de lingots qui proviennent du casse de Nice. Et ils balancent le nom de Spaggiari. Albert est aussitôt arrêté à son retour du Japon, où il se trouvait en délégation officielle en compagnie du maire de Nice. Dès lors, le visage du cerveau s'affiche à la une de tous les magazines. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Supportant mal la détention, il se fait la belle au bout de 5 mois en sautant par une fenêtre lors de son interrogatoire chez le juge. Il retombe 4 étages plus bas sur le toit d'une voiture, rebondit et finit par se retrouver sur ses pieds sans une égratignure. Il court ensuite vers une moto qui l'attend, monte à l'arrière et prend la fuite. C'est le début d'une cavale qui va durer près de 12 ans. Dès lors, la France entière se passionne pour les frasques de celui qu'on surnomme désormais le gentleman cambrioleur, en référence à Arsène Lupin. Son comportement fantasque plaît au public. On apprend par exemple qu'il a envoyé 5000 francs au propriétaire de la Renault sur laquelle il a atterri pour le dédommager. Spaggiari se forge l'image d'un bandit d'honneur. Toutefois, les journaux ne tardent pas à révéler que la réalité est nettement plus sombre. Ce personnage, haut en couleur, ne serait pas aussi héroïque qu'on veut bien le dire. Il se murmure par exemple qu'il aurait commis ce casse pour renflouer les comptes de plusieurs groupuscules d'extrême droite, des mouvements issus de l'OAS connus pour être ouvertement pro-colonialistes. En attendant, il reste introuvable. Muni de faux papiers, Spaggiari a réussi à fuir en Argentine, où il se la coule douce dans une vaste propriété qu'il acquiert avec sa part du butin. Là-bas, il en profite pour changer de tête. Il se laisse pousser la barbe et subit des opérations de chirurgie esthétique, ce qui lui permet de passer d'un pays à l'autre sans jamais être inquiété. Brésil, Chili, Espagne, Italie. Il fait même un détour par la France comme si de rien n'était. Il loge un temps dans une tour à Puteaux, en banlieue parisienne. Spaggiari profite également de sa cavale pour écrire un livre qui connaît un joli succès, Les égouts du paradis. L'ouvrage est ensuite adapté au cinéma avec, dans le rôle titre, le célèbre acteur Francis Huster. Je pense que ça peut aller chercher dans les 30 ou 40 milliards. Combien t'as dit ? En 1983, affublé d'une perruque, il accorde même une interview au journaliste français Bernard Pivot depuis sa planque du moment en Italie. J'ai toujours cherché des trésors. À 12 ans déjà, je commençais à penser à celui-là, le trésor. Pour Albert Spaggiari, c'est la consécration. Mais en attendant, la justice ne l'a pas oublié. En 1979, il est condamné par contumace à la prison à perpétuité. Quant à ses complices, qu'il n'a jamais dénoncés, 5 d'entre eux se font pincer. Leur peine est moins lourde,
8 ans de prison seulement. Ce jeu du chat et de la souris va durer 12 ans. 12 longues années durant lesquelles le Niçois va échapper à toutes les polices. Mais au fil du temps, les médias se lassent de ses fanfaronnades. Et à la fin des années 80, son cas n'intéresse plus grand monde, à part la police bien entendu. En 1988, ruiné et oublié de tous, Albert tente de négocier son retour en France, moyennant une révision de sa peine. Pour cela, il contacte Jean-Louis Pelletier, l'ancien avocat d'un autre truand bien connu, Jacques Messrine. Mais contre toute attente, c'est la douche froide. La justice française refuse tout net. Au même moment, il apprend qu'il est atteint d'un cancer du poumon. Un cancer incurable, c'est la descente aux enfers. Le 10 juin 1989, Albert Spaggiari s'éteint à Belluno, dans le nord de l'Italie. Il avait seulement 56 ans. C'est une triste fin, sans gloire et sans couronne pour celui qui cherchait à devenir une légende. Mais Spaggiari méritait-il ce titre ? Et d'ailleurs, était-il vraiment le cerveau du casse de Nice comme il le prétendait ? Plusieurs années après sa mort, un livre remet cette hypothèse en question. En 2010, un ouvrage publié sous le pseudo Amigo entend raconter toute la vérité sur le cambriolage de la Société Générale de Nice. Il révèle que le vrai cerveau du casse ne serait pas Albert Spaggiari, mais un certain Jacques Cassandri, un homme fiché au grand banditisme. Faut-il y croire ? À la police, l'ancien malfrat avoue qu'il a bien participé au casse, mais il nie formellement en être le cerveau, et encore moins avoir écrit ce livre. Jusqu'à preuve du contraire, Albert Spaggiari était bien le cerveau du casse du siècle. Quant à sa légende, elle reste intacte.